Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sur l'échiquier international. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro. Cap aujourd'hui sur le sommet arabe, un sommet où Raza était le point axial des discussions. Que doit-on faire pour les Razaouis et que sera-t-il, de quoi sera-t-il fait donc l'avenir des Razaouis? Des questions qui n'augurent rien de bon pour les Palestiniens de Raza, entièrement et complètement endeuillés et sur lesquels d'autres établissent des pronostics et des projets sans même les associer. De ce fait, l'Algérie, par la voix de son ministre d'État et ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf, a insisté dans son discours prononcé devant l'audience arabe sur la nécessité de se mobiliser autour du peuple palestinien pour soutenir la consolidation du cessez-le-feu et les efforts de reconstruction, mettant l'accent sur l'impératif de préserver et de respecter surtout l'indépendance de la décision palestinienne. Une position claire donc et surtout une réponse claire à ceux qui voudraient décider de l'avenir des Palestiniens à leur place, les écartant du pouvoir de décision. Tout de suite les développements. Pour en parler ce soir, comme je le disais, nous allons donc présenter nos deux invités. Et ici présent avec nous, Abdeslam Itache, qui est analyste des questions internationales, mais vous faites également partie du comité de solidarité avec le peuple palestinien en France. Merci d'être avec nous. Merci pour votre accueil, les gars. Et par Skype, depuis Paris, depuis Genève plutôt, nous retrouvons Riyad Sidawi, directeur du Centre de recherche arabe, le CARAPS, basé à Genève. Monsieur Sidawi, bonsoir. Bonsoir. Merci donc de vous joindre à nous, messieurs. Pour commencer avec vous, Abdeslam Itache, alors un sommet arabe, des conclusions, le sujet central des discussions, pour ne pas dire le seul sujet donc, qui a motivé ce sommet arabe, finalement, c'était la Palestine. Peut-on parler d'un sommet pour contrecarrer le plan de Trump ou est-ce tout simplement, pour dire une manière assez sinueuse, pour essayer d'établir un autre plan? Non, en effet, ça n'était que palabre sur cette réunion et l'Algérie, la Tunisie et le Koweït ont bien fait de ne pas y assister et de ne pas participer justement à ces discussions stériles qui n'aboutissent à rien. Par ailleurs, les États-Unis et l'entité sioniste ne donne pas de crédit justement aux décisions qui ont été évoquées lors de ce rassemblement. Oui, très bien. Riyad Sidawi, alors un sommet où des propositions ont été faites. C'est vrai que les résolutions ont été saluées par Al-Hamas. Et Hamas qui dit que l'essentiel c'est de contourner ou de contrecarrer le plan de Trump ou de ce qu'il voudrait faire de Raza aujourd'hui. Qu'est-ce que on décide pour Raza? Et il y a eu plein de décisions qui ont été prises, mais l'Algérie a quand même mis l'accent sur le fait que cela nécessite une grande mobilisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, les Palestiniens à Raza et en Cisjordanie ont besoin d'une plus grande mobilisation pour les renforcer. D'abord, Riyad Sidawi, avant d'aller avec vous dans le dialogue et dans le débat, je vous propose d'écouter ensemble donc Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères algérien. نحن مطالبون اليوم بالالتفاف حول شقائنا الفلسطينيين. Nous sommes aujourd'hui appelés à nous mobiliser aux côtés de nos frères palestiniens qui ont besoin de notre soutien pour consolider le cessez-le-feu, lancer les efforts de reconstruction et raviver la flamme d'une solution juste, durable et définitive, à travers l'établissement d'un État palestinien indépendant et souverain avec El-Quds pour capitale. Des priorités qui requièrent la contribution de tout un chacun depuis sa position et selon ses capacités et conditions. L'Algérie sera un acteur clé dans cette démarche et poursuivra l'accomplissement de son mandat arabe au sein du Conseil de sécurité onusien.
Alors, Riyad Sidawi, l'Algérie a été très claire dans son allocution, celle du ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, et la réponse a été également claire pour ceux qui sont en train aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, de décider pour les Palestiniens, tout en ne les consultant pas. Il faut être clair et sincère. Certes, le point très positif de ce sommet, c'est qu'il y a eu un consensus arabe contre le plan fantaisiste de Donald Trump qui veut expulser les Palestiniens de Gaza et rendre Gaza un Las Vegas où règnent les casinos et les cabarets. Certes, c'est un point très positif, mais aussi, je pense que c'est pour cette raison, et pour d'autres d'ailleurs, que les présidents Qais Saïd ou Abdel Tebboune ne sont pas allés à ce sommet, c'est que les Arabes ou certains Arabes ont décidé pour les Palestiniens. Soyons sincères, ils veulent, et j'insiste et je souligne, désarmer la résistance palestinienne. Ils ne veulent plus des armes chez Hamas, ni Jihad islami, ni même Kateb Abou Ali Mustafa, qui appartient au Front populaire de la libération de Palestine. Et c'est ça le grand problème. Ça veut dire désarmer les Palestiniens, ça veut dire à Gaza, ça veut dire satisfaire finalement un objectif dont Netanyahou a échoué à réaliser. Pourquoi? Parce que quand Netanyahou a déclenché cette guerre sanguinaire contre le peuple palestinien, il a déclaré: j'ai deux objectifs pour cette guerre. La première, c'est libérer les prisonniers israéliens par la force militaire. Il a subi un échec total. La deuxième, c'est désarmer la résistance palestinienne à Gaza. Il a subi un échec total. Notre inquiétude, évidemment, que certains dirigeants arabes ou sous-sommets arabes cotisent les vœux de Netanyahou en allant dans ce sens désarmer la résistance palestinienne, parce qu'ils ont parlé des forces internationales, de l'ONU à Gaza et à Cisjordanie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire remplacer les autorités palestiniennes armées ou remplacer le Hamas et d'autres Palestiniens armés à Gaza par des forces internationales. Là, il y a une grande inquiétude, évidemment, mais comme j'ai dit, le point très positif, c'est qu'il y a un consensus contre le plan de Trump qui veut expulser les Palestiniens. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait un consensus uniquement arabe, mais africain et surtout européen, ça compte beaucoup, et à l'échelle internationale. Tout le monde est contre le projet de Donald Trump, d'expulser les Palestiniens de leur territoire. Alors c'est vrai que durant tout le sommet, on a entendu très peu de voix donc dissonantes, si ce n'est celle de l'Algérie. À chaque fois, il a fallu rappeler certains quand même principes de base sur lesquels se pose la question palestinienne. Par exemple, le fait que le retour des réfugiés, aujourd'hui on n'en parle pas, mais Gaza est complètement détruite. On parle de reconstruire Gaza. De quelle manière va-t-on reconstruire Gaza? Il y a eu la confiscation des terres et aujourd'hui, il y a quand même cette volonté insigneuse, de manière très masquée, de vouloir confisquer l'identité palestinienne aux Palestiniens, Abdeslam Itache, pardon. Oui, en effet, on veut faire perdre cette identité, cette existence, on la nie même, et on voit bien, vous savez, aujourd'hui, et il est important de dissocier les dirigeants et les peuples, et en effet, l'ensemble des peuples du monde soutiennent la Palestine et soutiennent les Palestiniens, et ça, faut le voir à travers toutes ces manifestations qui sont faites tout autour du monde. Et en effet, vous savez, moi, je vais reprendre une phrase de Nelson Mandela qui disait « ce qui se décide sans nous, se fait contre nous. » Oui, donc, pour nous, sans nous, ça fait contre nous. Eh bien, c'est bien le problème. Les Palestiniens ne doivent pas être seulement au cœur du projet, mais ils doivent être à la tête du projet. Les acteurs même. Complètement. Et sur l'idée de désarmer les Palestiniens, c'est les condamner. Vous voyez bien, on a assisté à plus d'une année de bombardement d'un peuple qui souffre, d'un peuple qui résiste, et le pire qui pourrait leur arriver, c'est justement se retrouver sans aucune défense. Et c'est bien là le drame.
Justement, Riyad Sidawi, au fait, on veut désarmer les Palestiniens. Il faut préciser que les Palestiniens ne sont pas du tout armés, ce sont des gens qui ne sont pas armés du tout. Il y a le Hamas qui représente une résistance, bien malgré lui, il est obligé de prendre les armes parce que de toute façon, c'est la seule façon de se défendre contre l'antitésioniste. Et dans ces cas-là, le peu donc d'armes qui existent chez le Hamas, on voudrait effacer le Hamas aujourd'hui et en faire, si vous voulez, un acteur passif. Est-ce que cela est possible, d'autant plus que même le plan qui a été proposé, par exemple, de sortie de crise pour contourner celui de Trump, n'a pas été accepté par la Maison-Blanche qui préfère celui de Trump. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après des consultations interarabes, le plan est refuté. Riyad Sidawi. Oui, c'est ce que j'ai constaté. Le plan de la Ligue arabe, de ce sommet arabe, a été refusé officiellement aujourd'hui par la Maison-Blanche. Or, c'est une contradiction, c'est un paradoxe. Certains dirigeants arabes, quand ils ont pris la parole, ils ont remercié Donald Trump pour tout ce qu'il a fait pour la Palestine et Gaza. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, Donald Trump, pour Gaza ou pour la Palestine. Évidemment, comme j'ai dit, l'objectif, ce n'est pas le peuple palestinien est armé. D'ailleurs, les armes ne sont pas des armes lourdes. Hein. Oui, oui. Il n'y a pas que le Hamas en plus. Il y a les Saraya al-Quds qui appartiennent au djihad islamique. Il y a les brigades d'Abu Ali Mustafa qui appartiennent au Front populaire de la libération de Palestine, fondé par Georges Habash, où il y a même des Palestiniens chrétiens. Et c'est un mouvement de gauche laïque aussi pour montrer que la résistance du peuple palestinien, c'est tout le peuple palestinien. Il n'y a pas une seule faction ou une seule tendance idéologique et le Hamas. Évidemment, à mon avis, ce que j'ai compris de ce sommet, c'est vrai, on n'accepte pas le plan de Donald Trump, mais quand même on remercie Donald Trump pour ses efforts pour Gaza et la Palestine. C'est une contradiction totale. Et aussi des casques bleus à Gaza. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire désarmer, pour moi. Ce que j'ai compris implicitement, c'est désarmer la résistance palestinienne. Or, c'est ça le drame. De manière provisoire, Riyad Sidawi. C'est un objectif majeur de Netanyahou. Désarmer la résistance palestinienne à Gaza, c'est ça l'objectif principal de cette guerre. Il n'a pas réussi, Netanyahou, à désarmer la résistance palestinienne par la force. Alors, on ne va pas lui donner un cadeau à travers un sommet arabe. Voilà, on va désarmer la résistance palestinienne. Mais je pense aussi, c'est parler au nom des Palestiniens, ne pas inviter le Hamas, ne pas inviter les brigades d'Abu Ali Mustafa, ne pas inviter Saraya al-Quds, ceux qui ont pris les armes. Il faut les inviter au sein de ce sommet et il faut les écouter aussi parce qu'ils ont leur version de fait. Pourquoi ils ont pris les armes? Parce que l'antitésioniste ne respecte pas le droit international. L'antitésioniste viole chaque jour, quotidiennement, le droit international. Rappelons-le que la Cour internationale la Cour pénale internationale a jugé que Netanyahou et Gallant, son ex-ministre de la Défense, sont des criminels de guerre. Ça, c'est la Cour internationale, c'est le droit international. Donc, c'est pour cela, il y a des points très positifs au sein de ce sommet, comme je l'ai dit, mais aussi il y a des taches d'ombre qu'on n'arrive pas à comprendre que ça vient des Arabes. Au lieu de soutenir inconditionnellement tous les Palestiniens, que ce soit à la Cisjordanie ou à Gaza, aujourd'hui, on présente d'autres plans. On parle des casques bleus et des forces de l'ONU à Gaza et à la Cisjordanie. Oui, voilà. C'est pour ça que Ahmed Attaf a tenu à insister plutôt sur le fait qu'aujourd'hui, seuls les Palestiniens doivent décider d'eux-mêmes et de leur avenir et qu'ils doivent absolument être associés à tout accord qui pourrait être mis en place. Et surtout, il a parlé aussi d'être contre le déplacement des Palestiniens, c'est-à-dire ce qu'on cherche aujourd'hui à faire à tout prix. Et chose que même le sommet arabe a dénoncé, c'est-à-dire, disons-le franchement, le transfert ou la déportation des temps modernes des Palestiniens de leur terre. On écoute Ahmed Attaf et on revient tout de suite au débat. Le peuple palestinien a fait face à toutes sortes de défis
a enduré les souffrances les plus dures et les plus cruelles et a fait des sacrifices innombrables et indescriptibles, mais ce qui se dresse sur son chemin aujourd'hui est bien plus grave et plus dangereux. Le danger d'aujourd'hui est la dispersion d'un peuple après la tentative de l'exterminer, le déplacement d'un peuple après confiscation de sa terre et l'anéantissement d'un projet national en le privant de ses porteurs. En d'autres termes plus clairs, le danger aujourd'hui est celui d'effacer un peuple de l'histoire, en l'occurrence le peuple palestinien, et d'empêcher un État d'accéder à l'espace géopolitique contemporain, à savoir l'État palestinien. Alors voilà, un plan pour Gaza, un plan où les Gazaouis ne sont pas consultés. D'ailleurs, des Gazaouis disent que nous ne sommes pas à vendre. Voilà les réponses des Gazaouis aujourd'hui. Que le monde arabe donc propose un plan pour détourner ou déjouer celui de Trump. Et dans ce plan, il y a des solutions certes qui ont été saluées par le Hamas, mais il y a également des réserves à l'Islamitash. Par exemple, comment écarter le Hamas pendant une année pour utiliser une force intérimaire après une année. Pendant un mois, il y a des choses qui se passent. Alors imaginez-vous, en l'espace d'une année, écarter complètement le Hamas des Palestiniens. On ne doit pas oublier que le Hamas a été élu démocratiquement. Tout à fait. Et ça, on a tendance à l'éluder. Et le Hamas a gouverné un territoire qui a été sous embargo pendant 16 ans quand même, qui a permis aux Palestiniens de pouvoir survivre parce que vous savez que les camions qui passaient étaient rationnés, il y avait un nombre de camions quotidiens qui pouvaient passer et vous voyez bien aujourd'hui qu'on veut mettre sur la touche un mouvement, un parti qui a été élu démocratiquement. Moi je voudrais juste revenir, si vous me permettez Leila Gertal, sur le supposé désarmement du Hamas et de toutes les formes de résistance, parce que notre débatteur le précisait, le FPLP et bien d'autres mouvements ont rejoint, et donc lorsqu'on parle du Hamas, c'est déjà une erreur, puisque l'ensemble des factions ont rejoint le mouvement. Moi j'ai peut-être une proposition un peu plus, beaucoup moins sotte que celle qui a été présentée. Moi je proposerais à ce qu'on désarme Netanyahou et ses complices. Oui. Ce qui permettrait de protéger et de permettre à ce qu'il y ait une safe zone sur Gaza et sur la Cisjordanie et permettre de pouvoir enfin discuter et essayer de pouvoir avancer sur des projets concrets qui permettraient de voir la paix. Donc vous voyez bien que le Palestinien, encore une fois, n'est pas convié et on décide à sa place, ce qui est juste pas normal. Bah oui, justement, parce que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, c'est l'entité sioniste Israël, entre guillemets, qui se réserve le droit de reprendre la guerre. Il n'y a pas plus longtemps que moins de 24 heures, disons-le, Netanyahou est revenu à la charge après avoir, bien sûr, bloqué l'entrée des aides humanitaires. Aujourd'hui, il menace carrément et vertement de reprendre, si vous voulez, les violences et de reprendre la guerre sur Gaza si Hamas n'obtempère pas. Il dit même, il menace Hamas que ça serait, il s'imagine même pas de quelle manière cela va se faire. C'est-à-dire que voilà, il est vraiment bien à l'aise dans ses menaces. Riyad Sidawi, que faut-il penser de ça? Est-ce que cela veut dire qu'après ce cessez-le-feu aujourd'hui, ce même cessez-le-feu est menacé par un retour à la guerre, même s'il y a encore 59 captifs chez Hamas? Oui, malheureusement, je ne suis pas optimiste pour un cessez-le-feu durable. Oui. Je suis plutôt pessimiste, pour plusieurs raisons d'ailleurs, parce que Netanyahou est fragilisé au sein du gouvernement israélien, au sein de l'opinion publique israélienne, comme j'ai dit, parce qu'il a déclenché une guerre pour deux objectifs: désarmer Hamas et toute et Israël Quds et le Front populaire de la libération de Palestine et toutes les formations palestiniennes armées à Gaza, et jusqu'à nos jours, on n'a pas réalisé cet objectif, et aussi libérer les prisonniers par la force militaire. Aussi, il a subi un grand échec. Donc, pour lui, pour survivre, en fait, parce qu'il doit survivre au plan politique, avec le soutien inconditionnel de Donald Trump, de la Maison-Blanche. D'ailleurs, dernière information, les Américains ont envoyé des quantités énormes de missiles et de munitions à Netanyahou, à l'armée israélienne. Oui. Et ça, c'est
c'est un mauvais signe. À mon avis, Tout à fait. la guerre va être déclenchée, recommencer bientôt, sauf un miracle, évidemment. Et ils sont un soutien massif. On a espéré un soutien massif du sommet arabe vis-à-vis de la résistance palestinienne à Gaza, parce que c'est un choix. Résister, c'est un choix. Donc, c'est le choix des Palestiniens, en fait, de nous. Nous, on doit soutenir les Palestiniens dans leur choix. On ne peut pas choisir pour eux. C'est ça, en fait, je pense, le message algérien ou le message tunisien à ce sommet de la Ligue arabe. On ne peut pas prendre de décision à la place des Palestiniens qui ont pris des armes. Et évidemment, Netanyahou a encore, pour une fois, violé le droit international en instaurant un blocus humanitaire contre la population civile palestinienne, des centaines de camions qui ne peuvent pas entrer aujourd'hui à Gaza. D'ailleurs, il y a aussi un consensus international, toutes les organisations internationales, même les États européens, même l'Union européenne, jadis pro-israéliens, ils ont condamné cette décision. Très bien. C'est vrai que même déjà au début, lorsqu'il y avait le cessez-le-feu, les aides humanitaires arrivaient vraiment au compte-gouttes, c'est-à-dire avec beaucoup de parcimonie. Et maintenant, c'est carrément coupé par Netanyahou, parce que c'est lui qui détient finalement la baguette magique et que personne ne peut lui dire non. Finalement, Abdeslam Itache, lorsque Netanyahou prend ce temps menaçant vis-à-vis de Hamas, en disant que les conséquences seraient inimaginables s'il ne libère pas les otages, parce qu'il faut dire qu'il y a 59 otages qui sont déjà entre les mains de Hamas. Sinon, il reprend donc les raids et les bombardements. Finalement, est-ce que, selon vous, ce qu'on craignait au départ, c'est-à-dire qu'une fois que tous les otages sont libérés, les raids vont reprendre sur Gaza et encore l'opération va se renouveler, des otages, des prises de prisonniers. Est-ce que vous pensez que finalement tout ça c'était pour rien? Léla Gartal, pendant plus d'un an, on a vu des bombardements, otages ou pas. Le protocole Hannibal, vous le connaissez, c'est celui qui autorise à tuer quand bien même des Israéliens seraient détenus. Donc, vous voyez, il n'y a absolument aucune limite. Et pour compléter le propos de mon co-débatteur, il trouvait 2 points de raison pour Netanyahou de poursuivre justement cette oppression. Une troisième quand même qui est oubliée, c'est qu'il est sous le coup d'une condamnation et que son immunité en tant que Premier ministre le sauve, et il a tout intérêt justement à faire perdurer ces crimes. Donc vous voyez bien que Netanyahou en fait sert ses intérêts et ne sert ni la paix ni les colons qui occupent la Palestine actuellement. Et il essaie surtout de sauver sa peau parce qu'il sait que c'est la justice qui l'attend si la guerre s'arrête. Absolument. Finalement, c'est ça un petit peu le marchandage avec lui-même. Riyad Sidawi, alors en quelques petites minutes, parce que le temps qui nous est imparti tire à sa fin, il reste à peine 2 minutes. Je voulais juste savoir avec vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez des déclarations de l'ancien ministre Ehud Olmert, donc pour ne pas le citer, qui disait que la Palestine ou Gaza est palestinienne et qu'il est temps aujourd'hui de quitter cette terre et de la laisser donc aux Palestiniens, c'est pas pour les beaux yeux des Palestiniens non plus, et qu'il faut aller vers une solution à 2 États, que c'est la seule façon d'avoir la paix. Est-ce qu'on doit faire un commentaire là-dessus? Oui, je pense de toute façon, l'entité sioniste, si elle veut continuer encore par la force, elle pense que uniquement par la force qu'elle va exterminer la population palestinienne, réduire la résistance palestinienne, c'est faux. Depuis des décennies, l'entité sioniste a assassiné politiquement des leaders palestiniens de Fatah, Ghassan Kanafani, Front populaire de la libération de Palestine, Abu Ali Mustafa, et Yasser Arafat lui-même a été empoisonné, des dirigeants de Hamas, de Saraya al-Quds, Ismail Haniyeh, des centaines d'assassinats politiques. Mais est-ce que ça a changé la donne sur le terrain? Au contraire, il y a des enfants qui deviennent des jeunes, qui deviennent des adultes et qui prennent les armes afin de libérer leur territoire, utiliser les armes. Ils n'ont pas beaucoup de choix qu'utiliser les armes. C'est la politique de l'entité sioniste qui pousse les Palestiniens à utiliser les armes afin de se libérer. Je pense peut-être un jour, mais uniquement par la force. C'est pour cette raison on parle toujours d'une victoire de la résistance
palestinienne à Gaza, puisque Netanyahou n'a pas réalisé son objectif majeur, désarmer cette Merci résistance. beaucoup, Riyad Sidawi. Alors, le dernier mot, juste pour conclure, Abdeslam Itache. Sur Ehud Olmert, ça me fait doucement sourire. D'abord, lui, lorsqu'il a été Premier ministre, n'a rien fait pour œuvrer pour la paix. Et aujourd'hui, il demande justement à ce que la Palestine puisse exister comme un État État. voisin. Comme seule solution aussi. Oui, comme solution. Mais vous voyez bien d'abord qu'un grand nombre de colons ne partagent pas son avis. Sinon, Netanyahou Il n'est pas ne connu serait pour être plus- très d'accord plus au avec pouvoir. Netanyahou non plus. Donc, oui, il n'a pas été tendre, mais ce n'est que de la posture politique qui n'apporte absolument rien. Merci beaucoup, Abdeslam Itache. Je rappelle que vous êtes analyste des questions internationales. Merci aussi à notre invité Riyad Sidawi qui était avec nous en direct de Genève. Vous êtes directeur du Centre arabe de recherche. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera demain pour un autre numéro de l'Échiquier international. Au revoir.